du dédoublement du temps, je vais vous montrer, c'est quelque chose qui a permis d'écrire le grec. L'écriture grecque est scientifique. Là, ça m'a valu quand même une ovation à Athènes. Hein. Quand même. J'ai même retrouvé des lettres grecques. Bon, vous voyez, rapidement, ça s'appelait l'alpha et l'oméga. Donc l'alpha, petite boule de rien du tout, est un pointeur là-dessus. Là. Vous voyez un alpha là-bas et un oméga ici. Oméga en grec, là, vous voyez, qui se tourne là, pour ceux qui ne connaissent pas le grec. Bon, aura en grec, alpha qui se déplace, ça donne la lettre rho sur un oméga. Aura en grec, c'est l'heure du temps présent ou période de temps. Bon. Alors le dédoublement du temps, vous voyez bien que si j'ai un alpha qui tourne autour de oméga, je peux considérer que oméga, là, je ne sais pas où c'est. Ah voilà, ça, c'est aussi un alpha dans un grand oméga. Donc je mets un oméga dans 8 oméga. Et puis je peux continuer. Un 8 oméga dans 64 oméga. Et ainsi de suite, de 8 en 8. Ce qu'il y a, c'est que cette grosse pastille, là, oméga, se déplace dans les 8 oméga comme le alpha se déplace dans le oméga. Vous suivez, ça va hein voilà. Vous voyez que alpha traverse oméga. Et bien, je peux considérer que pendant le même temps, la grosse pastille oméga traverse 8 oméga. Et elle se déplace de 1/8. Si bien que quand alpha a fait un demi-tour, il arrive là, le oméga a bougé d'1/8. Mais pour l'observateur qui est à l'intérieur de oméga, ce 8e n'existe pas, puisque lui, il n'observe que l'intérieur. Le déplacement d'1/8 à l'extérieur, pour lui, c'est un temps imperceptible. C'est la théorie des nombres où 9 égale 0. Donc je peux définir ici un temps imperceptible. Là. Pour celui qui est bloqué à l'intérieur de ce bazar. Bon, je vais aller très vite parce que, de toute façon, vous pouvez, si ça intéresse, vous regarderez. Bon. Trajet radial, trajet tangentiel. Ça fait le tour tangentiel, trajet radial. Bon, ça va? Vous suivez? C'est bon? Hein, c'est pas compliqué. Je traverse la boule ou j'en fais le tour. Hein? Mais vous voyez que ça ressemble quand même pas mal au dessin de... Hein? Vous allez voir. Mouvement de dédoublement en 3 dimensions, évidemment. Hein. Ce n'est pas en 2 dimensions. Ça, c'est dessiné en 2 dimensions, mais ça se passe dans 3 dimensions. Hein. On est en 3 dimensions ici. On n'est pas à plat. Hein. Le temps imperceptible ici. Regardez ce que je vais faire dans ce temps imperceptible. Voilà. Ici, quand le trajet tangentiel arrive là, il va devenir radial. Je vais donc passer de 1 à 10. Le trajet radial qui est là est 9, devient tangentiel. Ça fera 10. Je peux donc accélérer le mouvement de 1 à 10. Mais si dans le même temps, je fais dilater alpha en oméga, j'obtiens exactement la même chose qu'au départ, accéléré de 10. Donc je peux accélérer le mouvement dans un temps imperceptible de 1 à 10. Je vais vite, hein, puis si vous ne comprenez pas ça, pas grande importance, c'est publié, c'est compris, c'est admis, c'est récompensé. Hein, donc vous êtes obligé de l'admettre. Obligé de l'admettre. Alors, hein, voilà. J'ai appelé ça la loi des 2 tiers. Pourquoi? Ben, y en a un qui voit un mouvement qui fait 9 et l'autre qui voit un mouvement qui fait 8. Celui qui est à l'extérieur, il voit le 9e. Mais celui qui est à l'intérieur, il ne voit que 8. Donc, 9, 8, la loi des 2 tiers. J'ai appelé ça comme ça. Pourquoi? Ben, vous allez voir pourquoi. Et je m'amuse à voir comment il est possible de faire marcher tout ce bazar de façon à ce que je puisse à la fois dilater ici alpha qui devient oméga, transpercer oméga pour sortir ici au 9e temps imperceptible. Ici, c'est donc un temps présent. Moi, ça, je ne sais pas ce que c'est imperceptible. Imperceptible, 9e temps. Alors il va falloir montrer quand même qu'il y a des temps imperceptibles. Des trous noirs, par exemple. Ah, tiens. Vous savez que j'ai travaillé avec le président de l'Académie des sciences qui s'appelait Jean-François Denis, paix à ses cendres,
Et on travaillait très bien sur les équations de Maxwell, etc. Puis à un moment donné, on parle de Stephen Hawking, c'est vieux, et je lui parle des trous noirs. Il me dit, vous croyez aux trous noirs? Bah, je dis, bien sûr, c'est une évidence. Et il me dit, bah, monsieur, on continuera à travailler ensemble quand on aura découvert les trous noirs. Je vous prie de prendre la porte. Paix à ses cendres, les trous noirs sont photographiés, il y en a tout plein partout. Il faut toujours attendre 50 ans que les vieux meurent pour que les jeunes puissent devenir vieux. Et alors là-dedans, avec la loi des 2/3, vous voyez, j'ai dessiné les 2/3, vous les voyez, les 3 boules là. Et ben, pour régler ce temps imperceptible, il y a un bazar, ça s'appelle le Soleil. Ce Soleil, il a comme dimension alpha sur 8. C'est lui qui va régler justement les rentrées dans la théorie des nombres, qui n'est pas tout à fait exacte, la théorie des nombres. Voilà le Soleil. Regardez ici. Alors les éruptions solaires, ben on les explique par le même mouvement, avec le 8e, toujours le 8e du 8e. Je vais utiliser ici une première planète que je vais appeler Garma. Pourquoi? Parce que c'est en grec, c'est troisième temps, le dédoublement du alpha, l'accélération R égale 100 et le mu qui est le meilleur état présent. J'ai donc appelé ça Garma. C'est la première planète que tout le monde a cherchée entre le Soleil et Mercure. Je ne sais pas si vous savez, mais au XIXe siècle, il y a un certain Le Verrier qui a essayé de trouver une planète. Puis il y en a tout plein qui ont essayé de trouver la planète. Le dernier, il s'appelle Laurent Notal. Il s'est pris une gamelle monumentale parce qu'on a dépensé de l'argent pour rien, on n'a rien trouvé. Et on ne peut rien trouver. C'est un temps imperceptible. Définition d'un temps imperceptible, ben, il est imperceptible. Ils ont envoyé une navette là-dedans pour le percevoir. Ils n'ont rien vu. Si, ils ont vu que le Soleil était vert. Ah, quand même, c'est une grande découverte, ça, non? Et que la croûte du solaire était froide. Ah, ah. La navette rentre dedans, ressort, il y a des millions de degrés, 800. Ah, on ne peut même pas bronzer sur le Soleil. Dites donc. Bon, alors vous voyez que c'est tout à fait mathématique tout ça, hein, tout ce que je vous raconte là. Alors on va encore changer là pour que vous voyez bien la diffraction de la lumière. Eh ben, le passé c'est rouge, le futur c'est violet, ultraviolet. Au passage, quand vous prenez une information qui n'est pas faite pour vous, c'est une information du futur, c'est des UV. Les cellules précancéreuses stockent des UV. Vous voulez vous débarrasser des cellules précancéreuses, vous allez dormir et vous les bazardez. C'est tout, un bébé sait le faire. Mais dès qu'il est adulte, il ne sait plus le faire, surtout quand il y a des médecins. Bon, alors, je passe, vous voyez, tout ça, c'est des cercles, c'est des machins. Hein. Moi, je dis que les observateurs du passé, ils sont là, infrarouge. Les anciens appelaient ça la lumière, hein, au passage. Puis ça, c'est les ténèbres. Et puis là, ben, vous avez ceux qui sont dans le temps présent. Les idiots, comme nous, qui ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas qu'ils sont dirigés par le futur et par le passé. Ah non, ils ne savent pas. Ils pensent que là, vous pensez que vous pensez, hein, et que c'est votre cerveau qui pense là. Et non, hein. Les informations que vous les recevez avant de le savoir. Et votre cerveau ne sert qu'à décoder des informations anticipatives. Ça s'appelle l'intuition, la voyance, la prémonition, l'instinct, et tout ça. Et quand on donne un prix Nobel à Benjamin Libet, parce qu'il démontre qu'en effet, on reçoit des informations 0,5 secondes avant de le savoir, on dit oui, mais alors vous allez dire qu'il n'y a pas de hasard. Et il a eu le prix Nobel virtuel, premier prix Nobel virtuel, parce que là, il l'a prouvé, hein, l'expérience assez simple, j'en parle souvent de la meilleure expérience, on s'est aperçu que la résistivité de la sueur changeait quand on avait peur. Alors on prend des spectateurs devant un film gentil comme tout, hein, Blanche-Neige, les 7 nains, hein, puis un massacre à la tronçonneuse de temps en temps. Là, paf, une image épouvantable. Et qu'est-ce qu'on voit? 0,5 secondes avant l'image, tout le monde a peur. Oh! Personne ne sait qui va avoir peur, mais tout le monde a peur. Autre exemple de transmission de pensée, qui est sensationnel. Vous prenez un robot qui marche tout seul dans une pièce.
avec un crayon dans le derrière pour faire son trajet. Aléatoire. Vous prenez donc le robot qui tourne n'importe comme ça, et puis vous le faites passer à côté des poussins qui sortent de l'œuf. Un poussin qui sort de l'œuf, quand il voit une machine, c'est sa maman. Et il suit la maman. Il suit la maman. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des poussins qui avaient vu le robot dans une cage, au milieu d'une pièce, et on a mis le robot dans la pièce pour voir qu'est-ce qu'il allait faire. Eh bien, le robot, il est attiré par les poussins. Il n'est plus du tout aléatoire. Comment un robot qui obéit à des poussins? Il y en a d'autres qui obéissent à leur téléphone éteint. Ah, ah. À leur ordinateur. Non, ça vous dit rien? Et si on changeait un petit peu l'ADN, là, pour que vous soyez capable de mieux recevoir des informations qui ne sont pas faites pour vous? Alors, vérification. Alors, vérification. Regardez comme c'est beau. Alors ça, c'est une grande découverte. Hein. Garma, je vous signale au passage, c'est accepté. Hein. C'est accepté. Scientifiquement, c'est pas connu. Hein. Mais c'est comme un trou noir. Hein. Modification du temps. Alors vous voyez que Mercure, ça fait 3G, 3 Garma. Vénus, qui est après 6, normal, la dilatation. Et la Terre, tiens, il lui manque un. Il lui manque le 9e temps imperceptible. C'est QFD. C'est Garma qui compense ce 9e temps. Pour vous, vous ne le percevez pas. Nous, on ne peut pas le percevoir. On est sur la Terre, bloqué sur la Terre, on ne peut pas le percevoir. Impossible. Et puis vous arrivez à Mars, et ben là, vous continuez. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, ben vous regarderez le petit livre. Vous voyez les planètes associées. C'est associé, il y a des associations là, comme ça. Hein. Par exemple, la Terre, Saturne, Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, 2 planètes rétrogrades, Mercure, Neptune. Alors tout ça, les calculs sont simples. Oui, c'est simple. Et vous voyez qu'on a, à condition de prendre un petit G+, qui est égal à 27 grands G, 27 et G, c'est 27 rayons solaires, et bien vous avez exactement la même continuité de ce mouvement de dédoublement. Je vous répète que tout ça, c'était complètement agréé. Hein. Puis c'est pas d'hier. Hein. Remarquez, Alain Aspect, il a attendu son prix Nobel pendant 30 ans. Il l'a eu en octobre dernier. Pour l'intrication entre particules dédoublées. Ça veut dire que deux particules dédoublées reçoivent la même information en même temps. Conséquence, il n'y a pas de hasard. Oui, mais attendez, qui donne l'information? Parce qu'elle reçoit la même information en même temps. Ben, une troisième particule qui est intriquée avec les deux autres et qui donne la même information en même temps, puisqu'il n'y a pas de vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et que l'information, c'est la vitesse de la lumière. Maxi. Ah ouais, que tout ça, faut utiliser, un bébé utilise tout ce que je vous dis et il vit bien. À partir du moment où vous n'êtes plus un bébé, vous êtes foutu. Alors regardez, voilà comment un extraterrestre lointain peut voir notre monde, qui est coincé entre un soleil prisonnier d'une singularité temporelle, qui est le Garma. Ensuite, vous avez la ceinture des astéroïdes qui entourent les planètes, les petites planètes. Et puis après, vous avez les grosses planètes. Et pourquoi j'avais appelé ça Garma? Parce que les Grecs appelaient ça Karma. Les archives de tous les potentiels, c'est les archives karmiques. Et moi, Karma, c'est 24, 27 GS. Bon, ils savaient aussi, voilà, les associations, et ils savaient que tout ça, il faut 6 jours et 6 nuits. Mais attendez, 6 jours et 6 nuits, la nuit cache le jour, mais le jour continue pendant la nuit.
Si bien qu'au deuxième jour, vous avez le premier jour, la première nuit, et le deuxième jour en même temps, mais pas à la même vitesse. Si bien que quand vous arrivez à la fin du cycle des temps, vous commencez par voir le début avant la fin. Et on a inventé un Big Bang. Mais non, il y a un univers statique qui respire. Ça, c'était Einstein, il a été obligé de reconnaître que c'était la plus grande erreur de sa vie. C'était la plus grande trouvaille de sa vie. Mais un juif allemand aux États-Unis qui dit le contraire des États-Unis, faut vivre. Hein. Bon, alors vous avez les ouvertures, les 7 sceaux de la fin du cycle des temps, que les anciens appelaient la découverte Calypsos, du cachet Apo, les 7 sceaux de l'Apocalypse. Et il y en a eu 5 déjà, complètement passés inaperçus, pas pour tout le monde. Il en reste 2, 2033, 2063, au plus tard. Alors il y en a parmi vous qui connaîtront ça. Hein. Alors là, ça va. Alors là, ça va. Hein. La dernière fois, c'est il y a 25 000 ans. Néandertal a disparu. Il est resté Cro-Magnon à qui on a mis un petit peu de génome de Néandertal. Parce que Cro-Magnon était capable, toujours au fond de sa grotte avec son silex, de changer le génome. Chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, modification chaotique, volcanique, sismique, toute nécessité de contrôler l'anticipation. Car tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que vous receviez une information avant de le savoir. Pour que... je me lève. Tiens, pourquoi je me lève? Ah j'ai reçu l'information, il faut que tu te lèves. Pourquoi? J'en sais rien, je me lève. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Un adulte, il ne se lève pas, il réfléchit. Pour qui je vais voter? Oh. Heureusement, certains sont protégés, ils protègent l'humanité. Ce sont les débiles, ceux qui ont le cerveau détraqué. Malheureusement, on les tue maintenant dans le ventre de la mer, donc il n'y a plus beaucoup de protection. Je plaisante pas, hein? Alors comment ça marche? Ah, faudrait savoir. Eh bien, on savait ça autrefois. On savait. C'est marqué, vous avez dans le tombeau de Ramsès VI, des choses qui ne sont absolument pas religieuses. Hein. C'est que des mathématiques. Et c'est la génétique qu'il y a là-dedans. Hein. Les 108 spermatozoïdes. Le 109e, ça s'appelait le grand roi. C'est la synthèse des 108. Vous venez sur Terre avec 108 informations. Obligatoire. Maintenant, si vous modifiez un petit peu l'ADN, hein, alors regardez une chose que j'avais présentée en même temps en publication scientifique. Il y a quoi, une dizaine d'années? Même pas. Ouais, comment ça? Là. Voilà, Platon, à l'aide de l'intervalle 1, écoutez, c'est beau ça, 1 plus 1/8, il a comblé tous les intervalles, laissant de chacun d'eux une fraction telle que l'intervalle fut défini par le rapport 243 sur 256. Qu'est-ce que c'est 243? 256, vous voyez que c'est des multiples de 8, multiples de 9, temps imperceptible et temps perceptible. Bon, le rapport, je l'ai, c'était quand même 5 siècles avant Jésus. Et c'était pour quoi faire? Pour ce qu'on appelait la voyance. La voyance. Et il y avait un grand savant, c'est qui s'appelait la voyance pour la foule. Et vous embêtez, ce voyeur. C'est Pythagore. Pythagore, c'est la voyance pour la foule. Et regardez ce qu'on déduit de tout ça scientifiquement. C'est que là, quand vous décidez quelque chose, c'est en fait, vous recevez une information 2/3 de seconde avant de le savoir. Ça vous pousse à faire quelque chose que dans l'inconscient, qui fabrique un futur potentiel, et le résultat de ce futur potentiel vous revient 1/3 de seconde avant. Donc vous vivez toujours avec 2 informations, 2/3 de seconde avant, 1/3 de seconde avant, et après 0. D'ailleurs, on est nul, ça, on le voit bien. 2/3 de seconde, 1/3 de seconde, 0. 2/3 de seconde, 1/3 de seconde, 0. 2/3 de seconde, 1/3. Mais alors où je les prends, ces 2/3 de seconde, 1/3 de seconde? C'est là la grande difficulté de comprendre le dédoublement du temps. C'est que vous ne percevez pas le temps tout le temps. C'est tout.
une preuve depuis longtemps, depuis un siècle. Les cellules, les petites particules de rien du tout, reçoivent une énergie très grande dans un temps nul. Si le temps est nul, vous multipliez n'importe quoi par zéro, c'est toujours zéro. Donc si la particule reçoit une énergie, c'est qu'il n'y a pas de zéro. Alors elle reçoit quoi? Un quantum d'énergie. Donc ce quantum d'énergie, eh ben, il existe dans un temps qui pour vous n'existe pas. C'est la mécanique quantique. Et une femme qui disait, moi je chante tous les cantiques à la messe, ça ne me fait rien du tout. Oui, parce qu'il y en a qui parlent du dédoublement quantique. Et ils sont comme cette bonne femme. Exactement pareil, dédoublement quantique. Oh les pauvres. On en invente des choses quand on ne connaît rien. Alors ça, c'est retenez une chose. Si je veux rien, ça c'est une synthèse, hein, je veux rien. Il m'arrive une information, je ne bloque pas. 2/3 de seconde avant, je ne sais pas ce que c'est. Mais mon cerveau les déchiffre et le futur sait ce que c'est. Et le futur a le temps de fabriquer le potentiel. Comment vous voyez? Et 1/3 de seconde après, donc 1/3 de seconde avant pour moi, il me donne la solution. Voilà ce que tu dois faire. Embrasse ta belle-mère. Et je saute au cou. Et je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle de l'intuition. De l'intuition. Voilà. Elle était en train de me déshériter. Je l'embrasse. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça marche comme ça. Je raconte pas de blague, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchir avant de faire quelque chose. Donc, vous voyez, je repasse encore très vite. Accélération du mouvement. On a un échange du radial et du... Un échange ici du radial et du tangentiel que les Grecs appelaient cette lettre la lettre θ. Ici, c'est alpha. Ici, c'est θ. Et là, il y a un petit iota. Et vous allez de 1 à 9 et 10. Curieusement, en grec, le θ, c'est 9 et le iota, c'est 10. C'est intéressant, non? Alors on continue, on va bien voir. Accélération donc dans le θ. Non, ben c'est le anna du départ, oui, le θ. On va encore un peu plus loin. Voilà. Je peux considérer que le alpha est déjà un deuxième temps et que l'accélération était de 1/10 à 1, puisque à la fin, j'ai de 1 à 10. Donc, l'échange alpha peut être un échange comme l'échange θ. Vous suivez à peu près, quoi, ça va, hein? Bon. Eh bien, je continue, et puis je vais à 100, l'échange au centième. Et là, les Grecs avaient appelé ça alpha, alpha, θ, copa et Sampi. Et je retrouvais la lettre copa, la lettre Sampi, parfaitement mathématiques. Mais alors, je me suis aperçu qu'ils avaient supprimé une lettre, là, parce qu'ils avaient conservé le 9 des dieux. Ah oui, c'est la lettre des dieux, ça. Là, c'est la lettre des démons, et ça, c'est la lettre des désintégrés. Tous les politiques. Donc, les dieux, TH, Théo, les démons, Copa. Alors, c'est imprononçable. Alors, comme ils ne voulaient pas ne pas prononcer la lettre des dieux, ils ont supprimé une autre lettre. Pour si je vous le... Non, c'est là. Le 9, le Copa. Ah oui, regardez, l'image du créateur. Le créateur, c'est Anna. Alors, Anna avait au θ fait un brouillon, une pacotille. C'est Anthropos. C'est la copie d'Anna. Ça n'a rien à voir avec un homme. Hein. Anthropos n'a jamais été l'homme. C'est la copie du créateur. Le brouillon, la pacotille, l'extraterrestre. Non? Alors voilà l'alphabet grec. Oui, il faut quand même que je vous le montre. Voilà, vous avez tout l'alphabet. Alors si on fait le mouvement par ordinateur, là, avec toutes les courbes, eh ben, vous dessinez alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, etc. Et vous supprimez le
quand vous ne supprimez pas la lettre θ, c'est où ce bazar là? Voilà la suppression des 3 lettres. Et comme ils n'ont pas supprimé la lettre θ, ils ont supprimé la lettre 6, épischéma. Voilà. Alors évidemment, les Grecs découvrant ça étaient un peu surpris que ce soit un Français qui vienne. Mais justement, parce que j'ai appris le grec moi tout seul parce que j'étais puni. Donc j'ai été obligé d'apprendre à lire le grec tout seul. Et apprenant le grec tout seul, j'ai appris des choses que les autres n'avaient pas appris. Mais regardez, les voilà, les lettres grecques, là. Alors, à droite, un coup. Regardez la belle pomme, qu'on appelle la pomme d'Adam, en grec. Alors, c'est des belles courbes, et tout ça, ça vous donne tous les mots grecs. Et comment parlent les dieux sur Terre? Car les dieux nous parlent. Et comment ils parlent? La poésie. C'est le langage des dieux. Et les dieux sont des poètes qui apprennent aux hommes à écrire. À lire et à écrire. Bon, on en est loin de tout ça. Alors, j'ai été accepté, on a publié mes machins, on m'a dit, mais vous supprimez la poésie. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est la poésie? Mais Platon, Socrate, tout ça, là, le grec, vous enlevez ça. Bon, alors j'ai enlevé ça. Alors si vous voulez retrouver, vous prenez le petit livre, on peut quand même en parler. Juste préciser que c'est les dessins précédents. Alors, le dessin précédent, c'est le mouvement des particules au sein de ce cercle, si tu reviens en arrière, parce qu'on ne comprend pas bien. Là, c'est l'oméga. Voilà, là, ici, là, ce cercle-là. Là, ce grand cercle, c'est l'oméga. L'alpha, vous le voyez. Et le grand cercle, c'est la première division du temps, qui est le gamma. Hein, ensuite, vous avez Vénus. Ensuite, vous avez la Terre. Ensuite, vous avez Mars. Ensuite, vous avez les astéroïdes complémentaires des planètes grandes après. Tous les systèmes sont faits comme ça, mais avec des variations monumentales et du temps, et des masses, et des longueurs. Et comme notre temps à nous n'est pas le même que ceux qui sont dans d'autres endroits, vous voyez des choses qui n'ont absolument pas l'aspect qui est pour ceux qui sont à l'intérieur. On ne devrait pas parler d'extraterrestres, mais d'extratemporels. Alors, regardez, l'orbite de Mercure, elle est toute bête. Vous l'avez là. Ici, c'est l'orbite de Mercure. Exactement. Pas besoin de chercher midi à 14h. Et puis vous continuez. Et bien voilà, alors là, le calcul, il a été accepté. Hein. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais il a été accepté, ça y est. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse de la lumière qui n'est pas une vitesse. Vous vous rendez compte que c'est une vitesse qui n'est pas une vitesse. Si vous allez à la vitesse de la lumière vous rattrape à la vitesse de la lumière. Allez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas une vitesse. C'est une constante de dédoublement. C'est la perception du temps. C'est ce qui définit votre perception du temps. Vous ne pouvez pas percevoir des choses qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Si vous ne pouvez pas les percevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Vous n'avez pas le temps de les percevoir. Alors regardez ce que vous allez faire maintenant que vous savez ça. Vous allez faire comme un bébé, vous prenez votre pouce et puis vous dormez. Vous avez 3 énergies, rayonnance, cohérence et équilibre. Voilà votre liberté. Votre liberté, c'est 1/1000 de tout ça. Alors, si vous donnez ce millième à celui qui est là pour vous dans le passé, vous êtes bien guidé. Si vous donnez ce millième à celui qui est là, ici, futur, vous êtes mal guidé. En fait, celui-là, il a 666 et celui-là, il a 333. Si vous donnez votre millième à 666, vous êtes marqué du chiffre de la bête et vous êtes foutu. À la fin des temps.
Parce que vous avez des potentiels qui vont vous démolir. C'est tout. Et que vous savez ce qu'on a inventé comme bêtise avec ces 666. Qu'est-ce que c'est le millième? Mais je veux rien. Toi qui es quelque part par là, bah, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Mais c'est bien avant Jésus-Christ, hein? Bien avant. Et puis si je peux voir le futur avant de le vivre, ah ben c'est même mieux. Maintenant, quand vous allez voir un voyant qui vous dit, ben, attention, hein, si tu ne changes pas, ta femme te quitte. Ben là, vous êtes content, vous partez. Mais non, si on t'a dit que ta femme te quitte, c'est justement parce que tu ne dois pas la quitter. Il faut que tu changes. La voyance est faite pour ne pas faire ce qui est prévu. Tout ce qui est prévu, j'en veux pas. Tout ce qui est imprévu, le hasard. Mais le hasard parmi des choses déjà établies. Bon, vous avez à peu près compris quand même. Hein? Alors regardez, voilà ce qu'amène. Mais c'est tout à fait réel. Hein? On ne peut pas l'enlever. Ça y est, Benjamin Libé, il a eu son prix Nobel. Hein? Équilibre, moins 2/3 de seconde, vous recevez une information. Paf! C'est rapide, moins 2/3 de seconde. Hein? 1/3 de seconde après, vous recevez une autre information, qui est la conséquence. La première, c'était la question. Le deuxième, c'est la réponse. Et ça vous donne envie de quoi? Ben, de faire quelque chose. Instinctivement, ben, vous suivez votre instinct. À une condition, c'est que vous ne voulez rien et que votre pensée ne fait de tort à personne. Et voilà ce qu'on devrait être, comme un bébé. Eh oui, mais on a tout oublié. Alors vous voyez, Benjamin Libé, on lui a inventé un prix Nobel en 2003. Il est quand même mort 4 ans après. Je crois qu'il avait dans les 92 ou 93 ans. Anticipation, lui, c'était une demi-seconde. Il disait de 0,5 à 0,7 secondes. Par expérience, puisque théoriquement, il ne savait pas ni pourquoi ni comment. Mais sans libre arbitre, ça c'est pour qu'il ait le prix Nobel. 3 millions, on ne crache pas dessus quand même. Hein. Un petit mensonge. Oh. Oh. Regardez le trajet tangentiel de la Terre. C'est exactement, bah c'est joli quoi, quand même. L'équation, alors voilà pourquoi je m'appelle Garnier-Mallet. Parce que je séchais lamentablement avec mes mathématiques, pourtant assez costaud. Je n'arrivais pas à trouver l'équation du dédoublement. Regardez comme elle est simple. Et puis un matin, il y a ma femme qui me dit « Ça ne te dirait pas quelque chose, toi? J'ai eu ça toute la nuit. Ça m'a cassé les pieds toute la nuit. » Pi R2 égale 4 pi R. Et ben voilà. Alors c'est pour ça que je m'appelle Garnier-Mallet. Prendre la racine carrée. Comment ça se dit en grec et en sumérien? Prendre la côte de l'homme. Si je prends la côte d'Adam, qu'est-ce que j'obtiens? La courbe de Ève. Oh là là! Mais ça change tout. Pythagore. Regardez, si j'élève au carré, celui qui fait le tour là, il est là-haut. Il voit son point de départ, il voit son point d'arrivée. Mais oui, mais il voit au carré, lui. Donc il sait qu'il a fait B2, B au carré, et qu'il lui reste A au carré à faire. Mais en fait, il sait qu'il doit faire le diamètre du cercle, qui est l'hypoténuse, au carré. Donc, il se dit, si j'additionne les carrés des côtés d'un angle droit, j'obtiens le carré de l'hypoténuse. Théorème de Pythagore. Démonstration, 3 secondes. Aucune trigonométrie. Simple. Ben c'est comme ça qu'il l'a démontré, évidemment. Il ne s'est pas amusé à faire de la trigonométrie. Alors regardez encore ça. Alors là, ça m'a intrigué, ça. J'en ai des plagieurs, hein. Il y en a un paquet, hein, qui racontent des histoires à dormir debout. Mais
grand bien leur fasse. La Terre, c'est pareil là, que ce crop circle. Un autre qui a eu du mal à avoir un prix Nobel, c'est Stephen Hawking. Et puis tout d'un coup, on a découvert la radiation Hawking avec le trou noir. Qu'est-ce que c'est cette radiation Hawking? C'est l'échange du radial et du tangentiel dans le 9e temps, θ, par le iota égale 10. Ça y est, tout ça. Il a tenu le coup quand même pendant plus de 25 ans, hein, Stephen Hawking, hein, avec une maladie qui vous abrège en 2 ans. Platon, le dodécaèdre est le lieu utilisé pour arranger les constellations dans tout le ciel. Alors c'est là où je vais rejoindre notre ami qui s'est caché là-bas. Hein. Prix Nobel aussi, c'est des Américains qui ont découvert que le rayonnement fossile de l'univers était dodécaédrique. Luminet en parle comme si c'était lui qui l'avait découvert. Non, ce n'est pas lui qui l'a découvert, mais il a étudié l'espace dodécaédrique. Ça, c'est pour me faire plaisir. Vous voyez, un Best Paper Award. Hein, bon. Maintenant, je vais passer justement à ce que raconte notre ami. La Terre est dodécaédrique. Pourquoi? Parce que le mouvement de dédoublement est dodécaédrique. Tous ces mouvements eh bien, vous trouvez des endroits particuliers où il y a les échanges d'informations qui s'effectuent. Des échanges d'informations. Tiens, des échanges d'informations. Alors qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot, vous savez, avec des hexagones et des pentagones. Hein? Ben ça, c'est le rayonnement. Alors, vous retrouvez le nombre d'or, qui a la particularité que si vous l'élevez au carré, il est égal au nombre lui-même, moins l'unité. Donc si vous déplacez d'une unité, alors reste à savoir qu'est-ce que c'est que cette unité. Dans le mouvement de déplacement, si vous élevez au carré, vous retrouvez la même chose. Phi égale phi2 moins 1. Et vous retrouvez ce que je viens de vous dire. Mais ça veut dire qu'aussi sur Terre, si je m'amuse à prendre le nombre d'or, je vais trouver des tas de choses. Et mon ADN, c'est nombre d'or. Et les anciens, ils savaient ça. Regardez, l'anatar, celui qui vient pour nous apporter des informations, vous voyez, on dirait une croix, là-bas, anatar. Et ici, c'est la croix de vie. C'est aussi le serpent qui perd ses pattes quand il rentre et qui se ressort, et il retrouve ses plumes. Le serpent condamné à ramper et l'aigle qui sort ou le condor qui sort à la fin du cycle des temps. Tout ça, c'est des images pour expliquer à des gens qui ne connaissent rien des mathématiques. Bon, voilà comment ça se passe, et puis c'est tout. Hein. Mais bien sûr qu'il n'y a pas un condor qui... Et là, vous avez l'ADN. C'est simplement des mouvements de rotation de pentagone, hexagone sur une double hélice qui vous relie à un autre temps où vous avez qui? Vous. Mais celui-là, il est immortel. À une condition, c'est de le rejoindre. Hein. Seulement, alors là, l'humanité est foutue, là. Hein, parce que ça, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle prie Dieu. Mais Dieu n'existe pas. Chacun a un Dieu en suet. Oh là. Alors regardez le dodécaèdre, comment vous le consultez, avec des tétraèdres réguliers, c'est-à-dire avec, vous voyez, des triangles, simples triangles isocèles qui se réunissent, qui sont des triangles équilatéraux. Il faut de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire ça, mais on n'a pas besoin d'hydrogène et d'oxygène, enfin on pourrait appeler ça n'importe comment. Ce qu'on a besoin, c'est du tétraèdre. Et il faut un tétraèdre régulier, et ça vous forme 12 icosaèdres, 20, vous voyez, bon, Platon parlait de ça, c'est les solides platoniciens. Vous supprimez la poésie, me disaient des grands scientifiques. Hein. Mais Platon, il parlait de ça. C'est pas un scientifique, Platon, s'il parlait de ça. Alors, regardez aussi autre chose. Si vous faites des informations dangereuses,
Bah, vous avez, là, par exemple, le virus de la polio, mais tous les virus. Hein. Celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Là, c'est un dodécaèdre. C'est tout dodécaédrique, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Ben, de modifier le dodécaèdre. Comme ça, ben, vous ne mourrez pas du dodécaèdre du coronavirus, mais alors vous allez apprendre de sacrés trucs. Hein. Des informations qui ne sont pas faites pour vous, puisque vous n'avez plus moyen de trier. Mais il ne faut pas le dire. C'est complotiste. Alors voilà ce que vous disiez tout à l'heure sur le nombre d'or. Ben, mais alors, ce qui est intéressant, et ça pour tous les sites archéologiques, c'est que comment je vais me soigner? Parle bien dans le micro, Jean-Pierre. Comment je vais me soigner? Ben, je vais dans des lieux où les dieux me parlent. Et ils me parlent où? Et c'est pour ça que j'ai sauté sur le poil de notre ami, qui lui, par intuition, s'est amusé à faire ça, avec des moyens évidemment scientifiques dont ne disposaient pas les gens qui ont construit les pyramides. Ils ont pu implanter les pyramides comme ça, sans instrument, juste comme ça. Je passe là, tiens, tu me fous une pyramide là. Je m'appelle Képhren. Oh là là, oh là là. Alors, bon, j'ai été voir. Alors ça a été publié. C'était Patrice Ernu qui m'avait dit que les pyramides, que ce soit au Mexique, en Chine ou en Égypte, étaient toutes basées sur une espèce de barre de travers. Il y en a qui disaient que c'était Orion. Hein, bon. Moi, je suis parti de là, je me suis dit, bon, on va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris le mouvement de dédoublement, évidemment. Et alors là, je retrouve tout le mouvement de dédoublement. Au poil près. J'ai là tout. Le 9e point imperceptible. J'ai les dimensions de dilatation. Pourquoi les 3 pyramides sont dilatées? Pourquoi elles ne sont pas sur un axe? Eh bien parce qu'il y a ce 8e du trajet tangentiel. Car quand vous faites le tour, imaginez que vous faites le tour pendant que le tour tourne. Hein? Et qui tourne 8 fois moins vite que vous marchez. Quand vous avez fait 8 pas, le tour, il a fait 1 pas. Donc vous avez fini votre tour. Mais vous n'avez fait que 8 pas. Il reste encore 1 pas. Ben là, vous l'avez, le pas. Parce que pour vous, il existe. Mais pour celui qui est à l'extérieur, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes sur Terre, que vous tournez avec la Terre elle tourne. Et celui qui est à l'extérieur dans un autre temps voit le temps que vous ne percevez pas, mais il ne voit pas le temps que vous percevez. Oh là là. Oh, des temps. On devrait dire extra-temporel. Alors, regardez, j'ai été plus loin, hein, parce que je me suis amusé à colorier. Comme ça. Des fois, il y a des enfants aussi qui colorient, ils ne savent pas pourquoi, puis ils font des trucs. Et puis alors, bon, j'ai essayé de comprendre avec les... Parce qu'il y en a des pyramides, hein. Il y en a partout. Maintenant, on trouve des tumulus qui sont des anciennes pyramides. On a des moyens maintenant de fouiller le sol. Hein. La végétation, on s'en fiche, on trouve tout ce qu'il y a dessous. Et alors, regardez quelque chose quand même qui est assez curieuse. Parce qu'il n'y a que moi qui connais ce truc-là. Là. Hein, ce bazar-là. Comment ça se fait, ça? Qui a dessiné ça? Je vous assure que ce n'est pas moi. Mais alors, c'est personne d'autre. Il n'y a que moi qui connais ça. Oh, c'est intriguant quand même, cette histoire. Hein. Regardez donc. Et la loi des 2 tiers? En plus, un petit cercle et un grand cercle? L'un qui est le double de l'autre? Vous en mettez 2 dans le grand, ça fait 3. C'est la loi des 2 tiers. Et la loi du 8e, le 9e temps imperceptible. Et le
là et là. Alors, comment ils savaient ça, ces gens-là? Les Néphilim étaient sur terre en ces temps-là. C'était les puissants de l'éternité, le peuple des Shem. Alors il paraît que le Shem, c'est un cartouche de fusil. On voit bien quand même que c'est un scarabée qui essaye de grimper vers un soleil. Et le scarabée qui grimpe vers le soleil, c'est la métamorphose des dieux. Mais aujourd'hui, c'est Cap Kennedy. Un cosmonaute, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans une capsule. Il se prend peut-être pour un scarabée, remarquez. Hein, et il rejoint son petit nuage. L'OVNI qui passe au-dessus. Oh, alors, dédoublement du temps. Les trous noirs, ça y est, ça existe. Les temps imperceptibles, ça existe. Alors on en découvre maintenant là des tonnes, hein. Mais des tonnes. Ça veut dire quoi? C'est la fin du cycle de dédoublement des temps. Vous allez voir des temps imperceptibles. Comment vous commencez à les voir? Vous commencez à voir qu'il y a des endroits qui ne sont pas perceptibles. Et après, qu'est-ce que vous allez voir? Vaut mieux pas être là. Hein. Et la loi des 2 tiers, voilà, utilisez-la comme un bébé. Passé moins 2 tiers de seconde, futur moins 1 tiers de seconde, et le temps présent, 0. J'ai rien à faire. Quand je vais faire quelque chose, 1 tiers avant, je reçois ce que je dois faire parce qu'on en a dit 2 tiers avant ce que tu fallait qu'il fasse. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune volonté, je n'ai aucune peur, aucun doute. Car la peur et le doute, c'est de la volonté. Donc vivez sans peur, sans volonté, sans doute. J'avais ajouté ça sans penser que Eric allait ajouter un truc sur la Terre et sur la Lune. Mais regardez, j'explique la face cachée de la Lune. Vous voyez que le trajet de la Lune, c'est 4 fois le trajet tangentiel de la Terre. La Lune, si je la faisais traverser la Terre, elle traverse la Terre 4 fois son diamètre. À condition que j'ajoute un 9e temps imperceptible. C'est QFD. J'ai le temps imperceptible, j'ai le diamètre de la Terre, j'ai le diamètre de la Lune. Résultat de l'histoire, comme la Lune et la Terre ont le même trajet radial, la Lune ne peut pas présenter autre chose que toujours la même face à la Terre. Et ça explique la face cachée de la Lune. C'est quand même, avouez que c'est quand même un peu révolutionnaire tout ça. Hein, c'est publié, méconnu. Pourquoi? Enlever la poésie. Parlez pas de voyance. Parlez pas Alors je parle d'anticipation, on ne parle pas de voyance. Hein. En mathématiques, en physique, on ne parle pas de voyance. Hein, ça ne veut pas sérieux. J'avais prévu la 4e explosion solaire. J'avais calculé. Les scientifiques m'ont demandé si c'était Madame Soleil, qui existait à cette époque-là, qui m'avait donné l'information. Elle a été refusée. Et l'explosion solaire a eu lieu à l'heure prévue. Alors la prochaine, maintenant, comme c'est les 2 dernières qui restent, les 3 dernières peuvent avoir lieu plus tôt. Alors la bonne nouvelle de ces explosions, c'est quand même, c'est tous les 25 000 ans. Et alors là, c'est là où j'ai adoré être aux Canaries pour une conférence, parce qu'aux Canaries, il y a un volcan, car tous les volcans se réveillent. Hein. Et aux Canaries, le volcan, il se réveille tous les 25 000 ans. Alors la bonne nouvelle, c'est tous les 25 000 ans, et la mauvaise nouvelle, c'est que la dernière fois, c'était il y a 25 000 ans. Ah! Presque tous les volcans sont en activité, produisent un méthane épouvantable, qui n'a rien à voir avec nos industries, avec les pets des vaches. Enfin, je suis un peu désespéré parce que tu exposes toujours des choses, oui, en disant mais c'est très simple. Bon, en fait, 99% voire 100% des personnes ici n'y comprennent rien. Bien sûr, mais il y a rien. Est-ce qu'un bébé comprend quelque chose? Et justement, lui, il vit bien.
Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu peux dire en synthèse? Être idiot. Être idiot, vraiment, ou être simple? Non, vraiment, le cerveau est très dangereux. D'accord. Le cerveau est très dangereux, alors je voudrais bien, parce que ça peut aider un certain nombre de personnes. Alors ce qu'on peut savoir déjà, c'est qu'un drogué supprime les 2/3 d'anticipation. Il n'a plus qu'un tiers d'anticipation, c'est-à-dire il est prisonnier d'informations qui ne sont pas faites pour lui. C'est quand même un truc à supprimer. Donc la première chose qu'il faut, si on veut avoir l'information anticipative de 2/3 de seconde, il faut que notre pensée ne fasse de tort à personne. Et encore moins à nous-mêmes. Voilà, donc toujours ce que tu disais, moi je suis certain, vous avez tous entendu parler depuis 5-6 ans de la bienveillance qui est utilisée à toutes les sauces. Je me rappelle dans les formations de Jean-Pierre, il y a 15 ans, il a été le premier à parler de bienveillance, sauf qu'aujourd'hui, personne ne saurait la définir. Est-ce que tu peux la définir précisément? L'ancien mot grec, c'était amoros. Moros, c'est le destin funeste. Si tu as une pensée mauvaise qui te fabrique un futur dangereux, un destin funeste, c'est moros. Tu ne veux pas avoir de destin funeste, amoros. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Vous pouvez détester quelqu'un et être en amoros avec lui. Un beau salaud, hein. L'amour n'est pas une énergie. Ce n'est pas une énergie. Tous ceux qui parlent d'amour, fuyez. Fuyez. J'ai le droit de détester qui je veux. Quelqu'un de détestable, je le déteste. Il vient de tuer ma mère, je vais quand même pas l'embrasser. Amoros. Si je veux ne pas fabriquer de destin funeste, amoros. Alors, aimez-vous les uns les autres. En grec. Mais plus maintenant. Maintenant, ça ne signifie plus rien, ça. Alors, ce que je peux vous dire de rapide, de très rapide, parce qu'il faut aller quand même aux conclusions qui permettent de vivre et de survivre. Il y a un principe vital qui est très simple. Si je suis bien, en grec ancien, on disait « e ». Hein? On a pris ça pour un rho. E. Non, c'est EU, epsilon, epsilon. Les lettres sont associées. Epsilon, epsilon, c'est la lettre qui ne fait pas de tort aux dieux. Hein? C'est les voyelles. Ça va. EU. Ève. Ça se prononce Ève en grec. Ève en grec. Si, avec quelqu'un, n'importe qui, je considère que ma pensée ne te fait aucun tort, et tu en fais autant, on se sent bien. On se sent bien. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ève. Oui, mais pourquoi? Parce que ton potentiel, tout ce que tu as fabriqué comme potentiel, par l'information que tu reçois et que tu donnes, eh bien, j'en dispose. Tout ton potentiel bénéfique, j'en dispose. Et toi, tu disposes de mon potentiel bénéfique. Comment se dit le potentiel bénéfique? Charistos, la charité. Rien à voir avec la charité chrétienne. Donc, là, alors on avait changé, avec la traductrice d'ailleurs espagnole, parce qu'en espagnol c'est presque comme le français, on avait décidé on supprime amour pour le remplacer par bienveillance. Mais bienveillance à l'égard de quelqu'un. Ils sont tous bienveillants. T'as pensé à ta belle-mère? Bon, ça c'est mauvais. Hein. Alors juste une autre question, Jean-Pierre, parce que tu as dit il faut être idiot. Il y a une catégorie de personnes auxquelles tu apportes une attention très particulière et tu dis qu'ils ont des potentiels extraordinaires. Ce sont les trisomiques. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Mais même les bébés. Les bébés, tenez, un exemple frappant d'un bébé. Il a 15 jours. Il est avec sa mère qui est une banquière, enfin trader, qui place l'argent de millionnaires. Hein, et elle est là avec son bébé qui attend la tétée. C'est une belle histoire, ça. Et donc, elle place ce truc, je fais ci, je fais ça. Et à un moment donné, il y a le bébé qui pleure. Alors, elle se souvient de ce que j'ai dit. Si le bébé pleure, attention, ta pensée, toi la maman,
t'es pas bon. Alors elle se dit, c'est peut-être... Ah, on va voir. Alors elle reprend tous ses dossiers, tout ça. Elle dit, je fais ci, je fais ça. Elle regarde le bébé, il fait la gueule. Elle vend tout. C'était la veille du crack de 2008. Oh, alors toutes les récompenses, machin. Elle n'a jamais osé dire que le trader avait 15 jours. 15 jours. Vous avez un bébé à la maison, eh ben, un trisomique, c'est un bébé qui vieillit. Mais c'est toujours un bébé. Et on a une expérience, c'était à Madrid, je crois, où il y avait un trisomique dans la salle, et tous les gens autour du trisomique se sentaient bien, ils ne savaient même pas pourquoi. Ils rayonnaient d'une information bénéfique pour tous les gens autour. L'information que vous recevez à chaque instant est une information anticipative. Alors, si c'est une information bénéfique qui vous vient 2/3 de seconde avant, c'est que, en fait, vous ne pensez à rien de mal à l'égard de quelqu'un. Vous êtes dans des pensées eucharistiques. Eucharistos. Et alors, résultat de l'histoire, si on se fait son petit truc Eucharistos, à la fin, je te dis Eucharistos, et tu me réponds Eucharistie. Et qu'est-ce que ça veut dire en grec? Merci. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'en français, quand on disait merci, on répondait merci. En espagnol, gracias, gracias. Pourquoi? Puis après, ça arrivait, bitation vacation. Puis ça c'était plus pareil. C'était différent. Voilà. Oui, et les simples d'esprit, en effet, dans les Écritures, pas dans les évangiles chrétiens, vous avez laissé venir à moi les enfants aussi. Tous les enfants, les petits-enfants, tant qu'ils n'ont pas été à l'école, vous pouvez y aller. Dès qu'ils ont été à l'école, c'est foutu. À l'heure actuelle, les enfants ont une anticipation formidable. Hein. Vous voulez changer de boulot, vous avez un enfant de 2 ans, demandez-lui. Hein. Tenez, un autre exemple, un notaire qui n'a pas de client, qui est à 30 km de Bordeaux, dans un petit trou, et ils vont déménager parce qu'il n'y a pas de client. Et puis le bébé a les fesses qui commencent à s'infecter. Et puis ils sont obligés de rester parce que vous soignez le bébé, pas le moment de déménager. Et puis chaque fois qu'ils pensent à ne pas déménager, les fesses s'arrangent. Et je vais les voir et je leur dis, mais vous n'avez pas compris que le bébé ne veut pas que vous déménagiez, c'est tout. Hein, il parle avec ses fesses, voilà. Alors ils décident de ne pas déménager les fesses du bébé. Ouais. Résultat, tous les Bordelais qui n'arrivent pas à garer à Bordeaux pour aller voir un notaire sont venus voir le notaire qui avait toutes les places de parking sur le champ de foire et un notaire qui fonctionne bien grâce aux fesses du bébé. Mais des exemples comme ça, si vous saviez ce que vous pouvez faire, venez en formation si ça vous intéresse. Parce que on peut faire des choses merveilleuses. Mais merveilleuses. Pourquoi? On vit à une époque merveilleuse. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Alors il faut en profiter. Ben non. Non, on peut alors être guidé par des gens. Tu me donnes l'occasion de dire, parce que j'ai une formule que j'ai déjà utilisée pour ces formations, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre incarnation. Ah, je savais pas. J'ai oublié de dire que l'expérience solaire peut avoir lieu demain. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Donc on est vraiment pas à l'abri. Et alors, toutes les décisions que l'on prend, c'est pas difficile d'aller se coucher. Tout simplement d'aller se coucher. Oui, mais dans la confiance. Voilà, parce qu'il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que vos nuits sont faites pour vivre. Et pour bien vivre. Il ne faut pas les matraquer, il ne faut pas prendre de somnifères, il ne faut pas prendre de drogue. La nuit, le sommeil paradoxal, il est paradoxal en France. À l'étranger, c'est un rapide mouvement des yeux. Mais c'est indispensable. On fait des erreurs monumentales. On ne sait pas qu'on a à notre disposition un outil, mais du tonnerre. Du tonnerre. Oui, et alors ne pas oublier que le sommeil entre 11h du matin, heure solaire, et 4h de l'après-midi ne sert à rien. Il n'entre pas dans ce que je dis. Il n'y a pas de sommeil paradoxal à cause des lois de gravitation entre 11h du matin, heure solaire, et 4h de l'après-midi.
le soleil nous attire de trop, hein, et il faut attendre que le soleil se couche pour avoir une meilleure gravitation. Donc une meilleure antigravitation. Donc votre corps énergétique, qui dirige votre corps physique, peut s'échapper de votre corps physique à des vitesses super lumineuses. Théorème de Langevin, si je vais plus vite que quelqu'un d'immobile, je change de temps. Et changeant de temps, j'arrange le futur que j'ai dérangé dans la journée. Et résultat, le lendemain matin, j'ai un futur qui me permet de mieux vivre, tout simplement. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil, oui. Ah voilà. Alors, il est 20h passé, je prendrai... 22 heures passées, pardon. Je ne prendrai pas plusieurs questions parce qu'on est tenu par le temps. Ah oui, je vous en donne une et puis on arrête après. Non, mais j'en ai qu'une parce que qui me taraude depuis que j'ai lu vos livres. Et en fait, pourquoi vous dites que ce qui nous inspire du futur est mauvais et que les indigos c'est mauvais et que ce qui nous inspire du passé c'est bon? Ça j'arrive pas à... Indigo, attendez. Parce que indigo. le futur, vous l'avez colorié en indigo. J'ai parlé de diffraction de la lumière, j'ai pas parlé de personnages. Hein. Non, mais bon, je raccourcis. Vous dites que ce qui est du futur nous conduit vers le mauvais et que ce qui vient du passé nous conduit vers ce qui est bien pour nous. Je comprends pas ça. Ah bah oui, parce que vous trouvez que tout est bien sur Terre. Tout est bien sur Terre. C'est parfait? Non? Non, mais je ne comprends pas pourquoi le futur... Donc la réponse est déjà dans votre question, mais je n'ai pas le temps, en 3 lignes, hein, en 3 mots, de vous donner la solution. C'est pas possible. Venez en formation si ça vous intéresse, lisez des ouvrages, mais je ne peux pas répondre là. Il faut quand même un minimum de temps. Et surtout pour ne pas faire les erreurs, et en particulier de prendre des énergies là où il n'y a rien. L'amour n'est pas une énergie, la haine n'est pas une énergie. Alors fuyez tous ceux qui vous parlent d'amour. Déjà, vous serez mieux. Et tu dis aussi dans la fuite d'éviter les méditations collectives. Oh oui, surtout. Surtout. Tenez, allez, je vais clôturer avec ça. C'était, je crois que c'était en Guadeloupe, je ne me souviens plus. Je crois, enfin, peu importe. Il y avait 200-300 personnes qui étaient venues m'écouter et je leur dis que les méditations ne servent à rien, qu'il ne faut pas en faire, c'est dangereux. Méditation solitaire, oui. Méditation à deux, dangereux. Pourquoi? Parce que je ne peux pas contrôler la pensée de l'autre. Et alors il m'a dit, ah ben nous on est un groupe là, enfin tout va bien, patati. Je lui dis, tu veux faire une expérience, on le fait? Elle me dit oui, on l'a fait. Ben voilà, on va simplement aller à ta méditation, et pendant que les gens sont en train de faire la méditation, nous, toi, moi, ma femme, puis il y avait quelqu'un d'autre, on contrôle notre pensée qu'elle ne fait de tort à personne. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On ne fait rien d'autre. Hein. On se concentre sur ma pensée ne fait de tort à personne. Tous les 4. Ta méditation, personne ne peut la faire. Pourquoi? Parce que toutes les informations qui viennent sur tous ceux qui font la méditation s'enfuient. Nous sommes un danger. Et oui, la bienveillance est un danger pour ceux qui sont malveillants. Alors, ouais, nous on est bienveillants, regardez-nous, nous quand même. On aime tout le monde, on est habillés de blanc, on écarte les mains, enfin on est bien quoi. On est avec de l'encens, avec... Ce que je veux dire, c'est que il a fait les choses bien comme il faut, contrôler sa pensée, nous aussi. Au bout d'1 minute, à peine, tout le monde parlait. Tout le monde parlait. Et il ne savait pas pourquoi. Impossible de faire la méditation terminée. Protection. Vous voulez avoir un autre exemple? Vous voulez aller faire une méditation? Amenez un bébé. Vous ne pourrez pas. Le bébé, il va pleurer. Quand il va voir le ramassis de tous ces gens-là qui se croient bien, maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Mais il y a une loi. Si ta pensée fait du tort à quelqu'un, tu es un danger. Mais comment ma pensée fait du tort à quelqu'un? Jamais. Et l'anticipation, tu sais ce que c'est, l'anticipation?
On te donne des informations. C'est pas toi qui te les donne. Comment tu contrôles des informations qu'on te donne dans un temps qui pour toi n'existe pas? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais rien. Comme ça, tu es tranquille. Pas de méditation. Alors, je voulais voir le Dalai Lama, d'ailleurs. Parce qu'il avait dit, il dit toujours, la seule méditation valable, c'est l'endormissement. Et c'est ce que j'enseigne. Car en effet, c'est pendant le sommeil qu'on rétablit tout. Mais si on ne sait pas s'endormir, ça ne sert à rien. Allez, voilà. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Pierre. Bouge pas, je dis au revoir.